qu'est-ce qu'il y a sur Hyperliquid qui est intéressant? Le mécanisme de rachat. 97% des revenus du protocole Hyperliquid servent à racheter le token Hype, et c'est même pas brûlé, c'est même pas retiré de la circulation, c'est posé sur le fonds d'assurance, donc l'offre reste en circulation. On voit les revenus daily du protocole, là sur 24 heures c'est 3 millions de dollars quasiment, donc c'est pas mal du tout, et à ce rythme-là, avec un prix actuel du Hype, si là le prix du Hype ne bouge pas et que la plateforme continue de générer autant de frais tous les jours, il va falloir 5 ans pour que la market cap entière de token Hype soit rachetée grâce à ces frais. Donc 5 ans, c'est pas mal, hein, c'est un très bon score, mais étonnamment, du côté de Biffy Finance, vous l'avez pas vu venir celui-là, du côté de Biffy Finance, on a des chiffres qui sont du même ordre de grandeur, et pourtant, Biffy, en parlant de grandeur, là ils sont pas dans leurs années d'or, hein. Biffy c'était incroyable en 2021, on est loin de tout ça. Alors il s'est passé plein de choses, on va pas refaire toute l'histoire de Biffy Finance, on va juste parler vite fait de leur token. Leur token, c'est un petit peu comme une action à dividende. On peut staker des tokens Biffy, hop, pour récupérer les frais qui sont générés par le protocole. Alors c'est pas comme pour Hyperliquid, j'ai demandé à Grog, j'ai essayé de trouver ça dans la documentation de Biffy Finance, je suis pas sûr à 100% du chiffre que Grog m'a filé, mais a priori sur les revenus de Biffy Finance, 2/3 des revenus servent à racheter des tokens Biffy. Donc on n'est pas sur du 97% comme sur Hyperliquid, et surtout ici, les tokens ils servent à rien, hein. Les tokens ils sont redistribués à ceux qui vont en staker, ils sont pas posés dans un fonds d'assurance dont seule l'équipe a la main dessus. Hein, non, ça pourrait être pire, hein, ils pourraient brûler les tokens. Oh, ça, ce serait horrible. Qui ferait ça? Faut être débile pour brûler ses propres tokens quand on peut les avoir entre ses propres mains. Bref. Blague à part. Du côté de Biffy Finance, du coup, on a un mécanisme un petit peu similaire de rachat de tokens. On peut voir les revenus du protocole sur leur site. Alors là, ils nous disent 8000 $ daily. Je vais quand même faire le calcul pour être sûr. Si je multiplie ça sur 365 jours, ça donne bien 3 millions de revenus annuels. C'est anecdotique hein, par rapport à Hyperliquid. Le but, c'est pas de faire une comparaison Biffy-Hyperliquid. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi Biffy Finance. En tout cas, entre la market cap de Biffy Finance et les revenus annualisés du protocole, on est à peu près sur le même ordre de grandeur qu'Hyperliquid. 3 millions de revenus, la market cap de Biffy c'est 15 millions, donc on est sur un facteur 5. Exactement comme Hyperliquid, hein. Je vous l'ai dit, si il continue de générer autant de frais pendant X années, avec un prix qui ne bouge pas, ça donnerait 5 ans. Donc on est sur le même facteur. On est sur des chiffres qui sont comparables à ce niveau-là. C'est pas le même pourcentage de frais qui sont générés par Biffy, je le redis. Mais pourquoi ça pose problème? Pourquoi Biffy, dans ce cas-là, malgré qu'il y ait ce mécanisme de rachat et tout, pourquoi le token, depuis 2 ans facile, il baisse? Pourquoi il est passé de 300 $ à moins de 200 $ aujourd'hui? Alors qu'il y a ce rachat, il y a une pression acheteuse continue. Et là, c'est quand même... il y a eu plusieurs millions de dollars, puisque ça fait plus de 2 ans qu'il y a ce mécanisme de rachat, il me semble, ou au moins plus d'1 an, 1 an et demi. Donc il y a eu des millions de dollars déjà qui ont été rachetés, une pression acheteuse continue, mais ça ne suffit pas. Alors, ça ne suffit pas, en effet, parce que déjà, il y a sur le volume qu'il y a, Biffy, je vais revenir sur les chiffres, il génère 8000 $ de volume daily. 8000 $ de volume. Désolé, je me suis trompé. 8000 $ de revenus par jour. Là, sur les dernières 24 heures, et quand j'avais préparé un petit peu tout ça, c'était il y a quelques jours, c'était le même ordre de grandeur. Sur le token Biffy, là, le volume sur 24 heures, c'est 524 000 $. Donc s'il y a 2/3 de 8000 $ qui servent à racheter du Biffy, donc je vais arrondir, on va dire 6000 $ qui servent à racheter des tokens Biffy, c'est une miette en fait par rapport au volume total qu'il y a sur le token, et c'est pareil pour Hype en fait. Certes, ça apporte de la pression acheteuse au fil du temps, mais on est sur un token qui a 127 millions de $ de volume sur 24 heures.
Donc 2 millions de dollars à l'achat ou à la vente, ça va pas non plus faire un impact ultra significatif. Je dis pas que ça n'a aucun impact, ça en a quand même un petit peu, mais c'est pas aussi fou que ça en a l'air. Autre truc qui est important, c'est que Bifi Finance, c'est plus un protocole qui est à la pointe, c'est plus hyper utilisé, il y a encore de la TVL, il génère encore des revenus, mais c'est plus le protocole de 2021, c'est pas comparable à Hyperliquid en termes d'utilisation, il n'y a pas grand monde qui sert de Bifi Finance, et pareil autour de leur token. Bon, le token de Bifi a des tokenomics qui sont pas terribles, ça, je pense que ça a pas aidé, mais malgré qu'il soit listé sur Binance, Hyperliquid n'est pas listé sur les top exchanges, malgré qu'il soit listé sur Binance et tout, les liquidités sont pas terribles. On-chain, il n'y a quasiment aucune liquidité sur le token, donc pour racheter des tokens Bifi, j'ai essayé de retrouver dans la documentation, j'ai pas réussi à trouver comment ils font, mais je suppose qu'ils doivent passer probablement par Binance pour faire ce rachat, parce que c'est là qu'il y a des liquidités, c'est là qu'il y a le gros du volume. Peut-être qu'ils basent sur Ethereum aussi, sur la pool de liquidités pour acheter des tokens Bifi, mais si c'est ça, c'est pas terrible, parce que il y a très peu de liquidités, et pour que Bifi Finance puisse racheter des tokens Bifi, je pense que vous me voyez venir, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à s'en débarrasser de leur token Bifi. Sur la DeFi, avec des pools de liquidité, c'est pas pareil, c'est pas exactement comme sur les places de marché où c'est vraiment des gens qui viennent vendre. Quand on vient déposer dans une pool de liquidité, on peut perdre de l'exposition à un token sans avoir envie au préalable de vendre ce token. C'est comme ça que ça s'appelle les impermanent loss, tout simplement. Mais dans tous les cas, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à perdre son exposition à Bifi pour que Bifi rachète le token. C'est pareil sur Hyperliquid. Et sur Hyperliquid, il y a un peu le même souci que sur Bifi Finance. Ils sont pas énormément listés. Ils sont essentiellement listés chez eux. Alors je crois que le token Hype il est listé sur des petits exchanges, mais vous doutez bien qu'ils vont pas s'emmerder à passer sur des petits exchanges pour racheter des tokens Hype, ils font ça directement sur le côté spot d'Hyperliquid, parce que y a quand même beaucoup de volume, c'est pas mal utilisé, ils ont totalement raison de racheter les tokens Hype en passant par leur propre marché spot, mais vous voyez quand même qu'il y a des limites de ce côté-là. Il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à vendre, c'est en spot, donc là il faut vraiment qu'il y ait des gens qui vendent les tokens Hype pour que Hyperliquid puisse les racheter. Donc forcément ça rajoute de la demande quand même à la hausse, à l'achat, donc ça pousse le prix à la hausse sur le moment, mais si on combine ça avec le fait que par rapport au gros du volume sur 24 heures, c'est pas non plus une quantité ultra significative, on va pas prendre les considérations de c'est envoyé dans un fonds d'assurance, ça sert à rien ou quoi que ce soit pour le moment, ou alors ça pourrait servir en cas de coup dur, ça pourrait être éventuellement servir de token de compensation s'il y a des problèmes sur le protocole. On va mettre cet aspect-là un petit peu de côté, juste sur les faits en fait, sur le mécanisme. Il y a un truc qui va pas. C'est sur le papier, c'est une bonne idée ce mécanisme de rachat, mais ça nécessite qu'il y ait des gens qui en vendent, des gens qui soient exposés dans l'autre sens aussi. Donc en fait, quand je pense un petit peu, quand je prends un peu de recul sur ce mécanisme, c'est pas mauvais qu'il soit là, mais en fait le mieux à faire ce serait de brûler les tokens Hype qui ne soient plus du tout en circulation, de les rarifier, mais il y a des protocoles qui font ça, G-Trade par exemple, c'est quoi déjà leur ticker, c'est GRT, non c'est The Graph, ah c'est ça, c'est Gains Network, c'est GNS. Gains Network, donc G-Trade, c'est un protocole de perpétuel comme Hyperliquid, c'est pas aussi populaire, hein, on est loin de là, mais ils ont un mécanisme de burn sur leur token. La quantité en circulation diminue. Alors la quantité maximale infinie, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être que il y a pas d'offre maximale. Il y a une offre maximale théorique infinie, mais il y en a je sais plus combien qui ont été mis en circulation et depuis il y a que du burn grâce au revenu du protocole. À moins que je dise des bêtises, mais il me semble que ça marche comme ça sur Gains Network. GMX, je crois que c'est pareil. Je crois qu'on est sur un mécanisme de burn aussi maintenant. Voilà, une offre maximale de 13 250 000 et là il y a 10 millions en circulation. Et il me semble que ça diminue en fonction des frais du protocole. Donc, ces mécanismes existent déjà et c'est pas suffisant pour tenir un protocole. Je saurais pas trop. L'idée est un peu dans ma tête. Je pense que j'ai du mal à l'exprimer,
mais c'est vraiment le genre de d'idée. En fait, la corrélation est pas bonne. C'est pas parce que on a ce mécanisme que le protocole va durer, que le token va s'apprécier ou quoi que ce soit. En fait, ça ralentit à la limite un petit peu la chute d'un protocole, parce que Hyperliquid, je le souhaite que ça reste longtemps, hein. Moi j'aime bien le protocole, je l'utilise, mais la DeFi c'est quand même un petit peu Ponzi et compagnie, hein. Hop, on a un protocole qui apparaît, on farme les points, next, on farme les points, next, on farme les points, next. Hyperliquid, je sais pas, j'ai quand même peur qu'il tombe un petit peu dans ce modèle. Alors oui, ça fonctionne bien, oui, c'est sympathique, mais je trouve d'autres protocoles sympathiques, hein, quand je regarde un petit peu à côté, donc je sais pas. J'ai mes billets de toute façon sur Hyperliquid, mais essayez quand même de mettre vos billets, mes billets de côté, et de juste garder ce que je vous ai, et de garder ce dont je viens de vous parler, ce mécanisme de buyback, ce mécanisme de rachat, et essayez voilà d'y penser de votre côté. Peut-être que j'ai dit peut-être que je me suis trompé sur certains éléments, que j'ai mal interprété certaines choses. N'hésitez pas, hein, le chat est là pour ça. Je sais que j'ai clairement mes biais du côté d'Hyperliquid, et encore une fois, je dissocie beaucoup le produit du token. Et j'avais vu un truc très intéressant, c'était un post de Yoon. Je pense qu'il faut que j'aille le retrouver parce que son post était vraiment très intéressant sur Hyperliquid. Comparer Solana et Hyperliquid, c'est fort en café quand même, on n'est plus sur de la prophétie auto-réalisatrice. Perso, je pense que beaucoup d'influx en font trop sur Hyperliquid, alors qu'il y a un risque réglementaire énorme. Hyperliquid est très clairement en zone grise et c'est l'éléphant dans la pièce qu'ils font semblant d'ignorer. Hyperliquid ne respecte pas la réglementation européenne, c'est un exchange centralisé qui se cache derrière une mini-couche décentralisée et qui propose des services interdits aux particuliers sans accord du régulateur européen. Il était impossible de faire du levier également en Europe jusqu'à peu, mais c'est possible depuis peu sur KrakenFX et bientôt Backpack. Vous pouvez facilement imaginer que les acteurs qui proposent ces services légalement ajouteront une pression supplémentaire sur l'Europe pour interdire les acteurs dérégulés, d'autant plus s'ils prennent de l'importance et exercent une concurrence illégale et déloyale. Je suis très bearish sur Hyperliquid, Vest et d'autres acteurs du type, le retour du bâton va faire mal, ils vont vite, ils font tout et n'importe quoi, mais c'est forcément facile quand tu ignores la réglementation, notamment contre le blanchiment et la protection des utilisateurs, blablabla, blablabla. Je sais pas pourquoi je dis ça alors que j'étais arrivé à la fin du à la fin du post. En tout cas, j'avais jamais vu le problème sous cet aspect-là. Alors, même si c'est cette mini-couche décentralisée, ça rend quand même Hyperliquid un petit peu différent. Ils ont une surface d'attaque qui est moins accessible du régulateur européen, donc peut-être qu'ils subiront des pressions, qu'au bout d'un moment ce genre de protocole, ce genre d'entité, ce sera plus ou moins régulé, même sur la DeFi, j'en doute un petit peu. En tout cas, ça va pas être pour tout de suite. Donc ils ont encore le bénéfice, on va dire, de ce côté-là, Hyperliquid. Mais ouais, j'avais jamais pensé à ce risque réglementaire. Voilà, j'avais juste envie de partager ça parce que c'est un point de vue dont j'avais jamais entendu parler. Forcément, ça va un petit peu dans mon sens, mais j'encense pas mal le protocole Vest, hein, et il y a un tacle sur Vest aussi dans le tweet. Ah, je dis ça, je dis rien. Comme quoi on peut être d'accord avec quelque chose même s'il y a des éléments dans le lot qui vont pas dans notre sens. Je m'arrête là, on se retrouve mardi prochain, même endroit, même heure. Si vous pouvez pas être là, c'est pas grave, hein, y a pas de mal. Vous avez pas d'obligation, c'est pas prescrit par le médecin ou quoi que ce soit de regarder mes lives. À mardi prochain, passez une bonne semaine, passez une bonne soirée et portez-vous bien d'ici là, c'est important.